Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un cas assez peu connu en France, il me semble. C'est une histoire de meurtre que je trouve vraiment très mystérieuse. Vous me donnerez votre avis là-dessus. Je vous préviens juste d'avance, il y a 2-3 photos qui peuvent être un petit peu compliquées pour les personnes, les âmes sensibles, mais dans l'ensemble, rien de trop perturbant. Il y a une photo en particulier, je pense, qui peut être un petit peu choquante. Donc je mettrai un petit symbole en bas de l'écran juste avant pour vous prévenir, comme ça si vous avez envie de ne pas regarder ou au moins juste de ne pas être surpris, voilà. Il y aura ce petit symbole qui apparaîtra, sinon franchement dans l'ensemble vous inquiétez pas, il y a rien de trop choquant. Moi je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Les faits que je vais vous raconter se sont produits le 5 juin 1960 au bord du lac Bodom en Finlande. C'est un lac qui est à une vingtaine de kilomètres à peu près de Helsinki, donc la capitale de la Finlande. En fait, la veille, le samedi 4 juin, il y a 4 adolescents qui vivaient dans un petit village pas très loin du lac qui ont décidé de s'y rendre pour faire du camping. Bon alors je vais essayer de vous dire leur nom, je m'excuse d'avance parce que je risque de les écorcher mais la prononciation du finlandais j'y connais absolument rien. Donc on avait deux filles qui avaient toutes les deux 15 ans, il y avait Meila Irmeli Björklund et Anja Tuulikki-Mäki. Et deux garçons qui étaient en fait leurs petits copains qui avaient eux 18 ans, Seppo Antero Boisman et Nils Willem Gustafsson. Dans la nuit du samedi au dimanche, on pense entre 4 et 6 heures du matin à peu près, les 4 adolescents ont été sauvagement attaqués et assassinés dans leur tente. On en sait très peu sur le déroulé de cette attaque-là. Tout ce qu'on a pu à peu près reconstituer, c'est que l'attaquant aurait coupé les cordes qui tenaient la tente bien tendue et que du coup la tente s'est effondrée sur ses occupants et qu'elle les a comme retenus pris au piège. Et donc c'est le dimanche matin vers à peu près 11 h que la scène de crime est découverte par un jogger qui s'appelait Risto Siren et il appelle la police qui va arriver à peu près aux alentours de midi. Je vous rappelle qu'on est dans les années 60, il n'y a pas de téléphone portable donc c'est normal que ça ait pris un petit peu de temps avant que la police arrive. 3 des 4 adolescents sont morts, mais par miracle, il y a un survivant qui est Nils Willem Gustafsson. Il est retrouvé donc sur place avec une grosse commotion cérébrale, la mâchoire fracturée et il a reçu de nombreux coups. Il a des ecchymoses partout sur le visage. Sur la scène de crime, les enquêteurs vont pouvoir relever certains indices, certaines choses qui vont être importantes pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. D'abord, on voit tout de suite que le tueur a utilisé une arme blanche, très probablement soit un gros couteau, soit une hache, en tout cas quelque chose d'extrêmement tranchant, extrêmement puissant. Et qu'il a attaqué les adolescents depuis l'extérieur de la tente, sûrement par les côtés, et on voit que ça a fait comme des gros trous dans le tissu de la tente. Les corps de Seppo et d'Anja sont retrouvés à l'intérieur de la tente, tandis que le corps de Meila et Nils, le survivant, sont retrouvés au-dessus de la tente, mais ils sont tous vraiment très proches. Je vous mets une illustration, un croquis qui a été fait par les détectives quand ils sont arrivés sur place et puis aussi une illustration qui montre un petit peu comment ils ont été retrouvés à ce moment-là. Et le corps de Meila est celui qui présente le plus de traces d'acharnement, de brutalité. On voit qu'elle a reçu beaucoup de coups de couteau, elle a été poignardée à de nombreuses reprises même après sa mort. Et elle est aussi dévêtue à partir de la taille. En tout cas dans l'ensemble c'est une attaque qui semble vraiment être extrêmement violente, extrêmement soudaine aussi. Et selon les sources que j'ai pu trouver, il y a certaines personnes qui disent que les corps étaient carrément découpés en morceaux.
Les enquêteurs vont aussi tout de suite se rendre compte que plusieurs objets ont été volés aux 4 adolescents. Il y a notamment leur portefeuille et certains de leurs vêtements. Et donc on va chercher un petit peu autour de la scène de crime et on va retrouver certains vêtements cachés un petit peu dans des buissons à environ 500 mètres de la scène de crime. Et notamment les chaussures de Nils Gustafsson. Tandis qu'il y a d'autres objets qui ne seront absolument jamais retrouvés. C'est le cas de certains portefeuilles, des montres, de 2 couteaux, d'une serviette et aussi de la veste en cuir de ses peaux. Et l'arme du crime non plus ne sera absolument jamais retrouvée. Pourtant, les bois ont vraiment beaucoup été fouillés par la police. Ils sont même venus avec des chiens renifleurs, avec des détecteurs de métaux. Ils ont beaucoup quadrillé, je sais qu'ils ont cherché dans le lac également et on n'a jamais retrouvé la fameuse arme du crime. Et arrêtons-nous 2 petites secondes sur les chaussures de Nils Gustafsson, qui est donc le survivant, et qui sont retrouvées à peu près 500 mètres de la scène de crime. Il y a plein de petites taches de sang, d'éclaboussures dessus, sur l'extérieur des chaussures, mais pas à l'intérieur, ce qui permet aux enquêteurs de comprendre que le tueur portait les chaussures en question. Et on va aussi recueillir le récit de témoins qui étaient autour du lac vers 6 h du matin. Ils étaient là pour observer des oiseaux apparemment et ils ont vu de loin la tente. Et ils disent qu'aux alentours de 6 h du matin, ils ont vu la tente s'effondrer et puis un homme blond en sortir. Alors bien sûr, avec tous ces éléments-là, on a vraiment très hâte d'entendre la version des faits de Nils Gustafsson. Mais lui, quand il se réveille à l'hôpital, la première chose qu'il dit, c'est en fait il demande comment ça se fait qu'il se soit retrouvé dans un accident de voiture au moment où il prend conscience de ses blessures. Donc en fait on se rend compte qu'il a absolument aucun souvenir de l'attaque. Et ça c'est quelque chose qui pourrait paraître un petit peu louche, mais je vous rappelle quand même qu'il avait eu un gros choc à la tête. Donc possiblement un traumatisme crânien, en tout cas une commotion cérébrale, donc ça peut tout à fait avoir empêché que les souvenirs se forment ou en tout cas lui avoir fait oublier, plus le choc psychologique, le traumatisme qui lui aussi peut tout à fait faire oublier plein de choses à des victimes d'une attaque. Donc le fait qu'ils se souviennent pas, c'est très malheureux, mais en fait c'est pas vraiment bizarre. Et on va dire que c'est pas ça qui peut ou pas le rendre particulièrement suspect. Un certain temps plus tard, mais je saurais pas vous dire combien de temps, je sais pas si c'est des semaines, des mois, voire 1 ou 2 années après les meurtres, on a décidé de interroger Nils Gustafsson sous hypnose pour essayer de lui permettre de retrouver certains souvenirs par rapport à cette soirée-là, à cette nuit-là. Et donc sous hypnose, il a réussi à retrouver certains souvenirs, il a pu décrire en partie l'attaque, il a pu décrire l'homme qui s'est attaqué à eux, à en donner une description et ça a permis aux enquêteurs d'en faire un portrait robot. Et aussi à un moment pendant qu'il était sous hypnose, il a dit qu'il avait vu venir de la forêt comme 2 gros yeux rouges dans le noir et ça a vraiment participé énormément à l'espèce de création d'un mythe autour des meurtres du lac Bodom, puisque il y a certaines personnes qui ont interprété tous ces événements comme si c'était la mort elle-même qui était venue s'en prendre aux adolescents. C'est pour ça qu'elle aurait eu des yeux rouges et qu'elle les aurait attaqués et découpés, comme je vous l'ai dit, avec sa faux. Là on va faire un énorme bond dans le temps et arriver en 2004, soit 44 ans après les meurtres, lorsque la police a décidé d'arrêter Nils Gustafsson. La théorie des enquêteurs en fait ce serait que Nils aurait eu un espèce d'énorme accès de rage suite à une crise de jalousie concernant sa petite amie Meyla. Ça expliquerait pourquoi c'est la victime sur laquelle on s'est le plus acharné et qu'ensuite il aurait tué les 2 autres parce qu'ils auraient été témoins de ce qui s'est passé, donc ce serait un peu des sortes de victimes collatérales, puis il se serait lui-même infligé des blessures afin de faire croire qu'il a aussi été attaqué. En 2005 se tient donc le procès de Nils Gustafsson. On a d'un côté l'accusation qui va dire que
Le fait d'avoir pu reprendre toutes les anciennes preuves grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles procédés pour faire des enquêtes, permet vraiment de le désigner comme le principal suspect et comme le coupable. Puisque, bon, rappelez-vous, il y a cette histoire de chaussures avec des taches de sang, c'était ses chaussures, lui c'est le seul survivant. Et aussi, il n'y a absolument aucun autre ADN qui a pu être relevé sur la scène de crime. Donc ça laisse vraiment penser que tout s'est passé juste entre les 4 personnes présentes. Mais d'un autre côté, la défense s'est construite en avançant que Nils Gustafsson n'aurait pas pu physiquement tuer les 3 et s'infliger toutes les blessures qu'il a eues. D'ailleurs, c'est ce qui avait été marqué dans les rapports de l'hôpital quand il est arrivé, c'est que c'était des blessures qui étaient trop importantes pour qu'il se les soit faites lui-même. Et au final, à la fin du procès, le 7 octobre 2005, Nils Gustafsson a été acquitté et c'est l'État finlandais qui a été condamné à lui verser 45 000 € de dommages et intérêts en fait, pour compenser tout le préjudice moral et puis aussi le fait qu'il a été retenu en détention préventive pendant un certain temps. Aujourd'hui en 2019, comme vous pouvez vous en douter, l'affaire reste encore irrésolue. Par contre, il y a quand même plusieurs suspects potentiels que je trouve assez intéressants et donc je vais vous en parler. Je les ai un petit peu triés du moins probable, on va dire, au plus probable. La première piste, c'est celle des 2 pêcheurs. Donc on a des enquêteurs qui ont vu sur les bords du lac, pas très loin de la scène de crime, des indices qui laissent penser qu'il y avait 2 pêcheurs ce matin-là au bord du lac. Il y a, je crois, du matériel de pêche qui était abandonné et surtout plusieurs poissons qui étaient sur les berges. Donc ça laisse penser qu'il y a des personnes qui étaient présentes et qui seraient parties de manière extrêmement précipitée. Est-ce que c'est les tueurs? Est-ce que c'est des témoins à qui on a fait peur? On ne le saura, je pense, jamais puisque ces personnes ne se sont jamais manifestées. Ensuite, il y a l'inconnu de l'enterrement. Ça, c'est une piste, bon, il n'y a pas grand-chose, mais je la trouve hyper intéressante parce qu'en fait, des personnes ont remarqué sur les photos de l'enterrement, des funérailles des 3 victimes, qu'il y avait un homme qui ressemblait énormément, vraiment de manière assez frappante, au portrait robot qui a été fait suite à la description de Nils Gustafsson. Je vous mets la photo, je vous laisse en juger. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que cet homme n'a jamais pu être identifié, on ne sait pas qui il était. Ensuite, on a quelqu'un qui a avoué les meurtres, qui s'appelait Pentti Swaninen. C'était un prisonnier qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence au cours des années 60 et qui en 1969, donc 9 ans après les faits, a avoué qu'il était le tueur de l'attaque du lac Bodom. Donc il était en prison à ce moment-là quand il l'a avoué. Il a été interrogé par la police. Bon, si il dit vrai, effectivement, il habitait pas très loin du lac à ce moment-là. Il habitait un petit village qui était pas très loin. Il aurait 15 ans au moment des faits. Mais la police ne l'a jamais vraiment énormément considéré comme un suspect parce qu'il était vraiment très connu pour être un psychopathe et un manipulateur. Donc j'imagine que comme il n'a pas pu donner peut-être de précision particulière sur la scène de crime ou quoi, la police n'a pas forcément beaucoup cru à ces aveux-là. Et puis malheureusement il s'est pendu cette année-là en 1969, donc on n'aura jamais plus de précision sur ses aveux. Et maintenant on va passer aux 2 suspects qui je pense sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus crédibles en fait dans cette affaire. Pour commencer, on a Hans Assmann. Ça, c'était un homme qui était d'origine allemande et qui est supposément, selon certaines personnes, un ex-espion du KGB, enfin qui était un espion du KGB à cette période-là et qui serait aussi un ex-nazi. Et cet homme-là, le 6 juin 1960, donc le lendemain des meurtres, il s'est présenté à l'hôpital chirurgical d'Helsinki. Et il était dans un état qui a vraiment alerté toutes les personnes qui l'ont croisé, tout le personnel soignant, parce qu'il était extrêmement confus, extrêmement agressif aussi envers les autres. Malheureusement, il parlait apparemment pas le finlandais, donc ils n'ont pas réussi à comprendre ce qu'il avait à dire. Il était habillé dans une tenue qui était recouverte de plein de petites taches rouges.
donc qui pourrait être du sang, et il avait pas mal de terre aussi sous les ongles. Et voilà, je sais pas exactement ce qui s'est passé, enfin il a été à l'hôpital, du coup j'imagine qu'il a été plus ou moins pris en charge, mais comme ils ont pas pu parler avec lui, j'imagine qu'il est reparti, et donc des personnes se sont dit que c'était très étrange qu'il y ait cet homme là qui arrive juste le lendemain de l'attaque. Et physiquement c'est un homme qui ressemble pas mal à la description qui a été faite par Nils Gustafsson. C'est bien un homme blond comme ont pu le voir les deux témoins, rappelez-vous, qui étaient là pour observer des oiseaux, qui ont vu un homme blond sortir de la tente. Apparemment même ses vêtements correspondaient pas mal à la description qu'on a fait Nils. Il a été vu très brièvement par la police quand plusieurs personnes se sont vraiment posé des questions à son sujet. Et ça n'a pas donné grand chose, ses vêtements n'ont pas été récupérés et analysés. Lui il a répondu à des questions, mais voilà, la police n'a rien fait et donc l'a laissé repartir. Pourtant il vivait quand même à 5 km à peine du lac Bodom, et plusieurs témoins qui le connaissaient, qui étaient peut-être ses voisins, ont dit que juste après que la description du tueur soit rendue publique dans les médias, il a coupé ses longs cheveux blonds et il les a tout rasés. Et donc il y a pas mal de personnes qui sont assez convaincues de la culpabilité d'Assmann dans cette affaire. Il y en a même certains qui ont vraiment mené l'enquête, qui ont écrit des livres là-dessus. Et pour eux, ils pensent que Hans Assmann serait aussi le responsable de certains autres meurtres. Ils ont pu le relier en fait à plusieurs histoires qui avaient été irrésolues en Finlande. Enfin, le dernier suspect potentiel s'appelle Valdemar Gillström. C'est un homme qui travaillait dans un espèce de petit kiosque dans un village pas loin du lac Bodom. Il était d'ailleurs connu sous le surnom du kiosquier, tout le monde parlait de lui comme ça. Et il avait vraiment la réputation d'être un homme assez excentrique, qui avait vraiment le sang chaud, qui pouvait s'énerver extrêmement facilement. Il était aussi connu pour détester les campeurs et les adolescents. Je crois que certains ont même dit qu'il avait déjà jeté des cailloux sur des adolescents qui étaient au bord du lac. Et voilà, c'est quelqu'un qui de manière générale était assez... faisait pas mal peur et terrorisait pas mal les habitants de son village. Valdemar Gillström est décédé en 1969. Il s'est en fait suicidé en se noyant volontairement dans le lac Bodom. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la veille de ce suicide, il était allé au sauna, il était très saoul et il a croisé un de ses voisins à qui il a avoué les meurtres du lac Bodom. Faut savoir que Gillström, au moment des faits, il a été suspecté par la police, mais il avait un alibi pour cette fameuse nuit. Il a dit qu'il était chez lui, qu'il avait regardé la télé tard, je crois, puis qu'il a dormi toute la nuit avec sa femme, ce que sa femme a confirmé. Mais ce qu'on a su bien plus longtemps après, des années et des années plus tard, c'est que sa femme, au moment de mourir, quand elle était sur son lit de mort, elle s'est confiée et elle a dit que cette nuit-là, son mari n'était pas avec elle et qu'il l'avait menacée de la tuer si jamais elle disait aux policiers qu'il n'était pas avec elle cette nuit-là. Et on sait aussi que quelques jours après le triple meurtre, Gillström a soit rebouché un puits qui était dans son jardin, soit rebouché un trou dans son jardin. En tout cas, ses voisins l'ont vu faire ça, ils en ont parlé à la police et apparemment cette piste n'a pas été explorée, donc peut-être qu'il a pu enterrer l'arme du crime ainsi que certains objets qu'il avait pu voler sur la scène de crime dans son jardin, et apparemment ça n'a pas été recherché, ou en tout cas pas très bien. Cet été, ça fera 59 ans que le drame a eu lieu. Je pense qu'on peut dire que ce mystère restera toujours irrésolu, en tout cas c'est mon avis. Personnellement j'ai des gros doutes, notamment sur Valdemar Gillström, mais aussi sur Nils Gustafsson. C'est vraiment, je trouve, les deux suspects les plus intéressants puis les plus probables en faisant des liens et des recoupements avec ce qu'on a pu avoir. Je sais qu'il n'y a pas énormément d'indices dans cette affaire, mais voilà, je trouve que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui colle pas bien en fait dans cette histoire notamment. En fait j'ai du mal à comprendre la disposition des corps et tout ça, parce que ça laisse vraiment croire que l'attaque a été extrêmement rapide et je vois pas trop comment ça a pu se passer. Parce que bon, comme on l'a dit, donc quand la tente s'est effondrée, ils étaient un peu comme retenus prisonniers à l'intérieur. Mais
mais j'ai du mal à croire que donc il y ait 3 personnes qui soient décédées et le 4e grièvement blessé et qu'ils aient tous été retrouvés autant autour de la tente comme si personne n'avait eu le temps d'essayer de s'échapper. Ça semble être vraiment une attaque extrêmement brutale et extrêmement rapide. Je trouve que c'est vraiment très mystérieux. Je me demande si les corps n'ont pas pu être peut-être déplacés. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas une experte là-dedans, mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette scène de crime. En tout cas, les meurtres du lac Bodom, c'est une histoire qui est pas trop connue en France, il me semble, mais qui est vraiment très célèbre en Finlande et qui a inspiré pas mal d'artistes et d'œuvres. L'exemple le plus évident, c'est bien sûr le groupe de métal Children of Bodom, qui tire son nom et puis pas mal de titres de leurs chansons des événements qui se sont passés au lac Bodom. Et d'ailleurs, je crois qu'un de leurs symboles, c'est cette grande faucheuse avec la faux qui provient aussi de cette histoire, comme je vous l'ai raconté, de l'espèce de mythe qui s'est créé autour des meurtres au lac Bodom. Il y a aussi plusieurs films qui ont été faits, j'ai vu qu'il y en a un qui a été fait en 2014, il y en a un autre qui est sorti là il n'y a pas longtemps en 2017. Et puis certaines personnes ont aussi fait le lien entre le fameux Jason Voorhees de la saga Vendredi 13 qui serait en partie inspiré par cette affaire. Voilà, j'espère vraiment que cette histoire vous a plu. Dites-moi si vous connaissez déjà cette histoire ou pas. Et puis j'aimerais bien savoir qui est selon vous le suspect le plus probable dans cette affaire. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. D'activer la cloche afin de recevoir une notification à chacune de mes nouvelles publications. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3.